Bonjour Bernard-Henri Lévy. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous publiez aux éditions Grasset un livre intitulé Nuit blanche, un récit où l'on découvre le BH de nuit, comme vous l'écrivez, celui qui souffre de ne pas pouvoir dormir, enfermé entre les quatre murs de son appartement, au milieu d'une épouse, A, qui dort, et d'un chat qui le scrute. Les Israéliens se sont couchés, Bernard-Henri Lévy, sans doute la nuit dernière, en espérant être réveillés par une notification de leur téléphone, leur apprenant qu'un accord entre Israël et le Hamas était en cours et que les otages seraient bientôt libérés. En se réveillant ce matin, ils ont appris, comme nous, que le groupe terroriste avait reculé en prétextant que Jérusalem avait posé de nouvelles conditions. Et on a appris il y a quelques minutes qu'il semblait désormais qu'un accord pourrait être annoncé ce soir ou demain. Bernard-Henri Lévy, pendant vos longues nuits, est-ce que vous espérez encore, toujours, à chaque fois, que ce cauchemar se termine enfin ? Évidemment, il n'y a pas une nuit depuis le 7 octobre où je n'y pense pas. Et depuis ma première visite à Kfar Aza, 4 jours après le massacre, je suis probablement l'un des premiers Français à être entré dans le kibboutz. Ça hante toutes mes nuits. Voilà. Les otages israéliens, aujourd'hui probablement 98 ou 80 sont dans ma tête en permanence et en particulier la nuit. Ils me hantent. Page 97, vous répondez à ces pseudo-progressistes, écrivez-vous, qui vous interpellent. Et les enfants de Gaza, salauds, est-ce qu'ils vous empêchent de dormir ? Le peuple aura ta peau. Vous répondez à ces cons, je cite toujours, que votre lecture de la guerre au Proche-Orient est plus complexe et qu'il y a en la matière non seulement un BH de jour, mais aussi un BH de nuit. À quoi ressemblent ces deux faces de votre conscience politique et arrive-t-il parfois que cette dialectique trouve des limites ? Non, je ne dis pas que ma vision est plus complexe. Ma vision est simple et intransigeante. Je veux la victoire d'Israël. Je veux la victoire de Tsahal, je veux le retour des otages et je veux la défaite implacable et totale du Hamas. Voilà, ça c'est ma vision. Après, au connard qui m'interpelle dans les termes que je rapporte dans le livre, je réponds qu'évidemment que les morts innocents du Hamas m'importent et quand ce sont des enfants me hantent aussi. Bien sûr, je suis pas un barbare. Je pense que les innocents ne méritent évidemment pas de mourir. Voilà, et un enfant, c'est un enfant. C'est ça que je dis. Mais c'est le Hamas ou le Hezbollah au Liban qui sont les premiers responsables de ces morts pour avoir entraîné cette guerre ? Ça, je l'ai toujours dit et je le répète et je le réexplique dans Nuit blanche. Derrière chaque mort civile de Gaza ou chaque mort civile du Liban, il y a un responsable qui est le Hamas et le Hezbollah. Pour 3 raisons, pour 4 raisons. Parce qu'ils ont commencé cette guerre, parce que cette guerre peut s'arrêter le jour où ils le décident, comme peut-être ils sont enfin en train de le décider aujourd'hui, et parce que toute leur stratégie est fondée sur l'idée qu'il y ait le plus possible de morts. Chaque mort de Palestinien est un bulletin de victoire pour le Hamas et est une douleur pour les soldats de Tsahal. Voilà. Les soldats de Tsahal, dans leur majorité, quand il y a un civil palestinien mort, pour eux, c'est une défaite morale. Et pour le Hamas, c'est une victoire politique. Donc, voilà l'analyse. C'est extrêmement simple. Et cet accord dont vous parliez en ouvrant ce journal, j'espère de tout mon cœur qu'il va advenir, encore que je voudrais voir les conditions. Mais enfin, en soi, ce sera tellement magnifique que les otages rentrent. Mais enfin, Israël le propose cet accord depuis des mois et des mois. Et ça, il faut le redire à vos auditeurs. Ils le savent sans doute, mais on est tellement matraqués par la désinformation qu'on finit par l'oublier. Si cet accord est bloqué, si les otages souffrent des jours et des nuits de martyrs dans les tunnels humides et froids de Gaza, et si la guerre continue, c'est parce que le Hamas le décide. L'accord, il est sur la table depuis des mois. Israël a perdu, malgré ce que vous décrivez, ce que nous décrivons au quotidien, Israël a perdu la guerre des images, la guerre de la communication, comme souvent. On verra. J'en suis pas si sûr, vous savez. Je n'en suis pas si sûr. Elle l'a provisoirement. C'est sûr qu'elle l'a pas gagné. C'est sûr que les
les amis du Hamas ont fait beaucoup pour glorifier le Hamas, pour le transformer en mouvement de libération anticolonialiste, et ainsi de suite. Mais enfin, je crois que les Français et les Américains, là j'étais beaucoup aux États-Unis ces temps-ci, finissent par comprendre. Les Français finissent par connaître le vrai visage quand même des gens de LFI. Ils commencent à comprendre qu'ils en ont en fait rien à faire des Palestiniens, que pour eux c'est juste un bâton pour taper sur les Juifs. Et ça, il me semble que dans toute une partie de la population, ça pardonne pas quand même autant de cynisme et autant de cruauté. Hein. Il y a ça. Et puis, il y a une deuxième chose sur laquelle j'attire votre attention. Oui. Moi, je fais partie des gens qui, depuis le 7 octobre, répétaient aux gens, mais attendez, il y a des milliers de morts palestiniens à Gaza. OK, vous descendez dans la rue, très bien. Où étiez-vous quand il y avait 200, 300, 400, 500 000 morts en Syrie? Pourquoi on ne vous entendait pas? D'accord? À partir de 2012 et le début de la guerre civile. Oui, on est nombreux à avoir dit ça. Ça fait 2012 qu'il y a des centaines de milliers de morts en Syrie, dont aucun de ceux qui manifestent pour les Palestiniens aujourd'hui ne se souciait. Et les gens pensaient que tout ça, c'était du blabla, que notre discours, c'était de la propagande, etc. Là, il s'est passé quand même une chose depuis quelques semaines, c'est que ces 600 000 morts syriens, ils sont là. Ils sont sur la table. On les voit pas, un peu quand même. On a vu les prisons. On a vu les prisons de Bachar al-Assad avec ses pressoirs à corps humain qui broyaient les prisonniers d'opinion. Et ces 600 000 morts syriens contre lesquels les gens de LFI n'ont rien trouvé à redire, d'un seul coup, ils sont dans la pièce. Et ça, mon cher Steve, ça a quand même un tout petit peu changé la perception d'un grand nombre d'Occidentaux et en tout cas de nos compatriotes. Ils finissent par réaliser ce qui était abstrait. Quand c'est moi ou vous qui disions « Attendez les gars, ok, peut-être 40 000 morts, mais quid des 600 000 ?» Blablabla. Là, depuis quelques semaines, à cause de l'actualité, à cause de la chute de Bachar, de l'arrivée de l'autre... Justement, j'allais venir. L'imminence de cet accord, alors je pensais que vous parliez de Trump, de cet accord entre Israël et le Hamas, c'est aussi l'un des effets Trump qui est une forme de catalyseur, notamment dans cette affaire. Oui, mais catalyseur de quoi? On va voir. Moi, je fais partie de ceux qui ont une priorité, retour des otages. Mais il y a une deuxième priorité quand même, c'est que le Hamas soit définitivement détruit, qu'il n'ait plus la possibilité de diriger la bande de Gaza, qu'il n'ait pas la possibilité de recommencer demain ou dans 1 an ou dans 2 ans un nouveau 7 octobre. Est-ce qu'on est sûr que l'administration Trump, dans son impatience d'en finir, d'avoir des résultats, est-ce qu'on est sûr que c'est ça qu'elle veut aussi? On parle de très forte pression mise par l'envoyé spécial Steve Witkoff, l'envoyé spécial de Donald Trump, sur Benjamin Netanyahou ces derniers jours. Moi, je voudrais qu'il fasse pression sur le Qatar. Je voudrais qu'il fasse pression sur les Turcs. Je voudrais qu'il fasse pression sur les Égyptiens pour qu'ils exfiltrent tous les commandants, sous-commandants et vagues responsables du Hamas, qu'ils quittent Gaza. Voilà. Moi, j'aimerais que la pression, elle soit exercée là. Rappelez-vous, en 82, vous vous rappelez pas, vous étiez pas né. Départ d'Arafat. Ah oui, départ d'Arafat de Tripoli au Liban, parce qu'on a fait pression à l'époque sur lui, on a fait pression sur la Tunisie pour qu'on les accueille. Ça. La vraie pression aujourd'hui, c'est sur eux qu'il faut l'exercer. Sur le Hamas pour qu'ils déposent les armes, pour qu'ils reconnaissent la défaite, et pour le pays que vous voudrez, qu'ils voudront, pour qu'ils les accueillent et qu'ils aillent au diable, qu'ils aillent en Russie. Mais c'est pas sur Netanyahou qu'il faut faire pression. Vous savez, Netanyahou, quoi qu'on pense de lui et de sa politique, quoi qu'on en pense, il a pas mal mené cette guerre et stratégiquement, il a été fidèle à ces deux exigences que je viens de dire. Retour des otages, défaite du Hamas, pour pas que ça recommence. J'espère que Trump et Michael Waltz l'entendent.
Vous parliez à l'instant de la Syrie. Il y a quelques minutes, enfin plutôt dans la matinée, le président turc s'est exprimé sur le sujet après le recul de l'Iran, de l'influence turque, de l'influence syrienne en Syrie et la progression de l'influence néo-ottomane sur place. Il a demandé à Israël de retirer ses troupes en Syrie et de mettre un terme à ses actions agressives. Sinon, dit Erdogan, les conséquences auront un impact négatif sur tout le monde. Et j'ai repensé en les lisant à ce que vous écriviez déjà dans l'Empire et les Cinq Croix. C'est la suite de l'histoire et la confirmation. C'est ce que j'écrivais dans l'Empire et les Cinq Croix, c'est ce que je réexplique dans Nuit Blanche. Pour moi, c'est pas la même chose, bien sûr, mais il y a, je le dis depuis des années, il y a un axe entre les pays islamistes radicaux, genre Qatar, Afghanistan, entre l'empire islamiste chiite, Iran, entre la Turquie néo-ottomane, la Russie et la Chine. Voilà, c'est la même chose. Donc Erdogan et l'Iran, c'est pas la même chose parce que l'un est frère musulman et que les autres sont chiites, mais ils sont aussi dangereux l'un que l'autre. Ils sont autant les ennemis d'Israël et autant l'ennemi de l'Occident. Et moi, ça me rassure pas du tout de voir la Syrie débarrassée de l'influence iranienne pour tomber sous l'influence turque. Et là encore, pardon d'être Cassandre, mais enfin, c'est comme ça depuis 40 ans. Il m'arrive d'annoncer des choses, on dit, il dit n'importe quoi, puis quelques années après, on voit que j'avais raison. Je pense qu'on se prépare des lendemains qui déchantent si on pense avec soulagement que sous prétexte qu'Erdogan est membre de l'OTAN, c'est pas si mal s'il remplace l'Iran en Syrie. Non, Erdogan, pour Israël, c'est terrible. Et d'ailleurs, il y a quelques jours, c'était pas s'exposer à des difficultés ou je sais pas quel est l'élément de langage ce matin. On parlait, les Turcs, l'entourage d'Erdogan parlait, à proprement parler, de guerre avec Israël. C'était des rodomontades, c'est possible. Mais enfin, on ne peut pas dire que ce soit des amis du peuple juif. Et on s'y prépare également côté israélien. Bernard-Henri, je reviens à votre nouveau livre Nuit Blanche. Dans cette recherche personnelle sur les causes de vos insomnies, il y a la thèse de votre ami regretté Philippe Solers. Vous en auriez trop vu, trop tôt, sur les terrains de guerre et les charniers. Comment veux-tu dormir après ça? Vous a-t-il lancé un jour? Du Bangladesh à Kfar Aza, de l'Éthiopie à l'Ukraine. Est-ce que vous en avez trop vu pour dormir un jour sereinement? Non, mais c'est pas une question de trop vu, mais c'est vrai que quand on a vu à 20 ans ou 22 ans ce que j'ai vu au Bangladesh, c'est pas très bon pour la santé, ça c'est sûr. C'est pas des choses qu'un jeune homme devrait voir. Et vous n'êtes pas arrêté là? Quand on a vu ce que j'ai vu encore une fois dans les kibboutz de frontaliers de Gaza juste après le 7 octobre, là encore, on n'oublie pas ça, on tourne pas la page. On revient pas à la vie normale après. Voilà. Ce que j'ai vu dans les kibboutz, je fais partie des quelques-uns, je suis pas le seul. Hein. Il y a Roger Cohen du New York Times, on est quelques-uns. Vos camarades et nos camarades de I24. Mais on revient pas à la vie normale tout là. Alors, entre les deux, il y a eu d'autres. J'ai fait des reportages en Somalie, j'ai fait des reportages au Sri Lanka, j'ai fait des reportages dans le monde entier. J'ai tourné des films, et puis voilà, donc c'est sûr que c'est pas le zapping dans la tête, hein, on se débarrasse pas et puis quand on est vraiment attentif aux autres, hein, quand on est vraiment fidèle à la leçon lévinassienne, mettons, d'accepter d'être l'otage d'autrui. C'est ça un intellectuel engagé. C'est quelqu'un qui accepte d'être un peu l'otage, d'être habité par autrui. Voilà. Ben on zappe pas. Et c'est vrai que ça change un peu votre vie. Recherche des causes de vos insomnies, mais aussi interrogation sur le sommeil lui-même. Vous rejetez catégoriquement l'éloge qu'en font les romantiques allemands du 19e siècle. Il y a aussi cette thèse chrétienne du sommeil comme usage donné par Dieu aux hommes pour se préparer à la mort. Et puis il y a page 163, le Midrash Rabbah, rapporté par le Maharal de Prague, qui explique comment et pourquoi Dieu a inventé le sommeil. Qu'est-ce que vous en avez retenu? Avec également sous le bras Bernard-Henri Lévy, le traité talmudique de Brachot, page 57b. Ben, j'en ai retenu un peu la même chose. Le Maharal de Prague raconte que c'est la fameuse expression tomber de sommeil ou tomber dans le sommeil. Et il raconte qu'en effet, il y a le
le roi et le gouverneur qui entrent dans la ville, que la foule les acclame identiquement, sans savoir lequel des deux est le roi. Et le roi, pour bien faire savoir qui est le roi, qui est le patron, il fait tomber du chariot le gouverneur. Et le maréchal de Prague dit, c'est un peu comme ça entre Dieu et l'homme. Des fois qu'ils prennent l'idée aux hommes de croire que l'homme est Dieu, de ne pas voir la différence entre Hachem et les simples hommes, les hommes, on les fait tomber du chariot, on les fait tomber dans le sommeil. On m'a dit, le sommeil, dit le maréchal de Prague, c'est la preuve de notre finitude. Donc il n'y a pas à être fier de dormir. Il n'y a pas à en faire. C'est pas une vertu, c'est la marque. Alors en même temps, elle est inévitable, mais elle est la marque de notre finitude, de notre négativité, de notre normalité. Il n'y a pas de quoi être fier de dormir. Et je réponds ça aux romantiques allemands qui ont créé toute cette mythologie de la nuit et du sommeil. En vous lisant, dès le début, Bernard-Henri Lévy, j'ai su qu'à un moment ou un autre, on en viendrait à l'étude, notamment parce qu'il y a ce verset biblique qui nous enjoint à étudier la Torah jour et nuit, Yomam Valagla en hébreu, et que vous avez de ce point de vue un avantage sur beaucoup de résister au sommeil. Et puis il y a ce passage, page cette fois 165, « Cela fera bientôt 50 ans depuis le testament de Dieu que je ne pense plus sans le secours de la pensée juive, pas assez d'études, sans doute pas d'hébreu, et pas le goût de me brûler l'âme et le cœur au feu du commentaire, mais c'est le socle secret de ce que j'écris. » Fin de citation. Pourquoi cette difficulté, cette résistance peut-être à vous plonger dans les textes et à leurs commentaires comme corps et âme, si j'ose dire, quand d'autres sages s'y endorment, justement? Je ne crois pas qu'ils s'y endorment. Non, je pense qu'il n'y a pas plus éveillé que les... Après une longue nuit d'études. Que les maîtres de l'étude. Il n'y a pas plus éveillé. Ça, je crois vraiment que s'il y a bien un exercice de l'intelligence et de l'exception, c'est bien cet exercice-là, l'exercice qui consiste à combattre avec la Torah. Puisque c'est comme ça que ça se passe. C'est un combat avec la Torah. Donc non, ça, je pense pas qu'on s'endort. Et c'est pour ça que le mot, d'ailleurs, par parenthèse... On s'épuise, je voulais dire. Oui, c'est pour ça que le mot, d'ailleurs, d'orthodoxie, qu'on emploie souvent pour les juifs religieux, n'est pas le bon, parce qu'ils sont pas orthodoxes. Ça veut dire quelqu'un qui pense qu'il y a une pensée droite et qui la répète de manière un peu mécanique. C'est pas vrai. Les vrais talmudistes, les vrais étudiants de la Torah, ils sont dans le paradoxe perpétuel, ils sont dans la production de vérité permanente, et donc ils sont tout le contraire d'orthodoxes, par parenthèse. Et ils sont très réveillés, presque woke, tellement ils sont réveillés. Non, moi, si je ne le fais pas, d'abord, j'ai l'illusion de penser, peut-être l'illusion de penser que j'ai encore un peu de temps devant moi pour le faire, mais c'est simplement parce que je fais trop de choses, parce que comment vous dire, parce que chaque fois que l'idée m'est venue et de m'y atteler sérieusement, d'autres urgences m'ont saisi. Quand on écrit ça, quand on écrit Solitude d'Israël, quand on écrit le Testament de Dieu, peut-être que ce serait mieux si j'étudiais, comme certains de mes amis, sérieusement. Mais peut-être pas, peut-être que pour m'adresser aux non-juifs, peut-être que pour plaider la cause d'Israël, peut-être que c'est pas mal de le faire aussi en langue non-juive. Peut-être que c'est bien aussi de garder un grand pied en langue grecque dans l'univers de la gentilité. Je sais pas. Ce sera peut-être in fine, très modestement, mon rôle d'avoir été à cheval entre les deux mondes. Et puis peut-être que ça va changer. Peut-être que dans un an, vous apprendrez que je suis parti 40 ans plus tard, comme mon ami Benny Lévy à Jérusalem, pour mettre à l'étude sérieusement. On verra. On ne sait jamais ce que le passé vous réserve, et par conséquent, ce que l'avenir vous réserve encore moins. Je reviens, Bernard-Henri Lévy, à cet enseignement du traité de Brachot que vous citez. Le sommeil est 1/60e de la mort. Est-ce que ce qui vous empêche de vous endormir, de vous laisser aller, c'est de perdre le contrôle, comme ce jour où votre épouse vous filme une nuit après la prise d'un somnifère? Oui, je raconte cette scène, en effet, c'était atroce. Elle venait d'acquérir une petite caméra que lui avait donnée Canal+, et en effet, on avait fait
enfin, oui, ce jeu. J'avais pris un somnifère et j'ai dormi et elle m'a filmé. Et je dois dire que le spectacle que j'ai découvert au réveil, la bande d'images que j'ai vues, m'a guéri de l'envie de dormir. Je peux vous dire que je ne dors pas comme un ange. Voilà. Et le spectacle est épouvantable. Et je ne me ressemble guère et je ne suis pas sûr d'aimer l'image de moi, comme dit Lemar Aldeprague, de moi jeté dans le sommeil, jeté du chariot de la vie, précipité sous les roues de la vie dans le sommeil. C'est des images pas glorieuses. Alors après, c'est un 60e de la mort, mais enfin, c'est un 60e de la mort dont les sages disent aussi qu'il est indispensable à la vie. Donc, je suis pas totalement crétin et je sais qu'il faut dormir. Donc je dors. Mais je dors le moins possible. Et autre passage du livre sur Emmanuel Lévinas. Lévinas a une théorie intéressante d'ailleurs sur l'insomnie. Il dit deux choses. Il dit que l'insomnie, c'est le pire et le meilleur. C'est le pire parce que c'est la plongée dans le il y a, dans le on, dans l'indifférencié. Et je connais ça, moi, la deuxième nuit d'insomnie, la nuit noire, la nuit où les sons se mélangent, la nuit où il n'y a plus de couleurs, la nuit où on les réveillait, mais réveillé à quoi? À rien, réveillé au rien. Première théorie de Lévinas. Et puis, il a une deuxième théorie, ça peut être le meilleur parce que l'insomnie, ça veut dire la vigilance. Et la vigilance, ça veut dire l'attention. Et l'attention, c'est l'attention à qui? Pas à son nombril et à sa petite... mais l'attention aux autres. Et Lévinas dit qu'il y a un devoir de vigilance, ça c'est sûr, presque un devoir d'insomnie face au désordre du monde. Voilà. Si on est vraiment soucieux du monde, des autres, de l'autre et de l'autre en souffrance, il faut peut-être il y a des moments où il faut pas dormir. Vous pensez souvent à la mort, à votre mort. Je me permets de vous poser cette question parce que vous écrivez qu'il vous serait terrible de mourir dans votre sommeil. Vous voulez être conscient, sentir le trépas advenir, avoir le temps de réciter le schéma Israël. Oui, bien sûr. Ça, c'est pour moi, c'est une des raisons d'ailleurs, je pense, pour laquelle les gens qui nous écoutent ne dorment pas ou dorment mal. C'est que quand on dort, personne ne sait s'il va se réveiller. Et l'idée d'être passé sans que rien ne se passe, au fond. Passer juste parce que le corps a lâché est une idée atroce. Ce moment-là, le moment de la mort, qui est le moment le plus secret et presque l'un des moments les plus singuliers de l'existence, ce moment-là, il faut le vivre. Et je veux le vivre en homme et je veux le vivre en juif. Bien sûr, je veux cela. J'espère cela, en tout cas. J'espère cela. Comme mon grand-père, Shalom de Jacob, qui était berger dans les montagnes d'Afrique du Nord, qui transportait du bétail entre l'Algérie et le Maroc espagnol. Je sais à peu près comment il est mort, frappé il y a très longtemps, il y a un siècle, 80 ans peut-être, frappé par une crise de diabète dans le désert, mais je pense qu'il a eu le temps de dire le schéma Israël avant de rendre le dernier soupir. Et je ne suis pas berger, mais j'aimerais mourir plutôt comme lui, quitte à mourir. À 120 ans. Vous avez une drôle de conversation un peu à ce sujet avec Benyamin Netanyahou, un échange à Jérusalem au cours duquel, au milieu d'une conversation sur Gaza, sur Smotrich, sur Ben Gvir, il vous vante les mérites de son pacemaker. Racontez-nous. Ça, les gens vont le découvrir dans le livre. C'est un moment drôle, je crois, drôle et important. Vous vous souvenez, en France, la phrase de François Mitterrand lors de ses derniers vœux du Nouvel An, il Force dit, de l'esprit. Voilà, où que je crois, où que je sois, je resterai avec vous car je crois aux forces de l'esprit. D'accord ? Eh bien, ces quelques pages là sur Netanyahou, c'est l'équivalent. C'est l'équivalent israélien. C'est un Netanyahou mitterrandien qui me donne sa version de sa croyance aux forces de l'esprit, dans son cas du cœur. Mais ça, il faut le lire. Je crois, parce que c'est une scène drôle, c'est une scène de comédie, en tout cas, mais de comédie sérieuse. Une dernière question, Bernard-Henri Lévy. À quoi pensez-vous, que dites-vous en vous réveillant le matin, après ces quelques heures de sommeil difficiles?
La première chose que je fais, comme tout le monde, c'est de regarder les nouvelles. Et en tout cas, depuis le 7 octobre, c'est la première chose que je fais, c'est regarder les nouvelles d'Israël. C'est aller sur mon réseau social favori, de taper Israël, le hashtag, et de voir ce qui est sorti dans les dernières heures. C'est mon premier geste depuis le 7 octobre. C'était pas comme ça avant. Moi, en tout cas, ça dépend des moments. Depuis le 7 octobre, c'est la première chose que je fais lorsque je reprends pied dans la vie éveillée. Et comme je le dis, d'ailleurs, l'avantage de dormir avec des substances, c'est qu'on s'endort d'un coup, mais on se réveille aussi d'un coup. Et totalement vigilant instantanément. Et j'espère que vous lirez, que nous lirons demain une très bonne nouvelle du côté d'Israël. Merci beaucoup Bernard-Henri Lévy d'avoir été avec nous. Je rappelle le titre de votre nouveau livre publié chez Grasset, Nuit Blanche. À très bientôt sur Radio J. À bientôt.